à tous, on se retrouve pour le numéro 17 de C'est qui en pôle. C'est un numéro un petit peu spécial. Mais avant de commencer, la question traditionnelle, comment ça va, Steph ? Alors moi ça va génialement bien, puisque surtout on reçoit une sommité de la piste française. Oui. Ah, suspense, alors, teaser. Teaser, de toute façon. Teaser de 5 secondes. Dans le billet. Bah oui, voilà, ceux qui lisent pas les titres, tant pis, ils ne sauront pas. On a le plaisir d'accueillir pour ce numéro 17, donc Marie Després. Comment ça va, Marie ? Ben, ça va, bonsoir déjà, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de faire partie du groupe ce soir et puis de pouvoir échanger avec vous deux. On va commencer tout de suite pour expliquer pourquoi on t'a invité sur ce numéro 17. Donc c'est pour parler un petit peu de la sortie connue en région parisienne des 17 tournants, pour avoir un petit peu ton point de vue sur ce spot, on va dire, de balade bécane. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler donc un petit peu de toi. Moi je vais te dire déjà comment je t'ai connu. Évidemment pour ton compte Twitter, Marie Spirit of TT, puisque quand j'ai découvert la moto, j'avais des collègues qui m'ont fait découvrir le TT et qui m'ont dit il faut que tu suives Marie, elle est fan de TT, elle repasse plein de photos, tous les résultats, etc. etc. Donc moi c'est comme ça que j'ai découvert ton compte Twitter et ça date de peut-être bien facile 5-6 ans. Ouais, ça doit dater un peu parce que c'est vrai que j'ai plus trop eu le temps ces dernières années de retweeter les résultats, les photos, les captures d'écran des lives de la BBC. Donc c'est vrai que c'est des trucs que je faisais et que j'aimerais bien pouvoir prendre le temps de refaire, ouais. Que ce soit le Tourist Trophy ou la Northwest ou ce genre de choses. Ouais, les courses sur route, c'est un état d'esprit particulier, on va dire, assez singulier. Donc on va parler un petit peu de toi avant de démarrer. Qu'est-ce qui t'a amené à la moto déjà et vers quel âge environ ? Alors l'âge, ça remonte vraiment à loin. En fait, j'allais souvent en vacances en Espagne avec mes parents, donc à l'âge de 4-5 ans. On était là-bas et puis là-bas, c'est vrai que tu as des affiches partout quand il y a un Grand Prix, quand il y a une course diffusée à la télé sur la chaîne nationale. Il y a vraiment une grosse couverture médiatique et puis c'est juste en voyant ça que je me suis dit plus tard je vais faire de la moto. Bon, alors au début mes parents m'ont pas trop pris au sérieux en pensant que ça me passerait, puis en fait ça m'a jamais passé. Et ça passe pas, hein. C'est le genre de truc qui passe pas. Non, c'est le genre de truc qui passe pas. Et puis c'est vrai que à 14 ans, j'ai eu l'occasion d'avoir une 50 à boîte. Et puis depuis, j'ai pas arrêté de rouler. Voilà, tout simplement pour résumer. D'accord. Et donc, quand est-ce que tu as commencé vraiment à faire tes premières armes sur piste, on va dire les premières sorties, premières courses ? Première sortie, ça commençait un petit peu à remonter parce que c'était très ponctuel. C'était en 2008, donc ça va bientôt faire 10 ans. Mais je faisais 1 ou 2 sorties piste par an. Avec la moto de route, juste les phares et les rétros scotchés pour pouvoir rouler après en rentrant par la route, bien sûr, puisque j'allais au circuit par la route, je roulais sur piste et je rentrais après par la route. Ce qui n'est pas à faire. J'allais dire, effectivement, j'ai fait ça et j'ai failli jamais revenir parce qu'il y avait le levier de frein qui tenait plus que par l'opération du Saint-Esprit. Moi, je suis rentrée, si tu veux, mais dans une ambulance, donc. Ah, en même temps, ouais, si elle a une remorque, ça se tente pour la moto. Voilà. Bon, toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, je me suis dit que quand m'y remettrai plus sérieusement, j'attendais d'avoir un petit peu plus de moyens. Donc, il y a eu un gros break entre 2010 et 2015, 2014, on va dire. Et puis, à partir de là, j'avais changé de région, changé de boulot. Et puis, je me suis dit, maintenant, je vais refaire de la piste. Mieux. Donc, la R6, j'ai transformé 100% piste. Et là, j'ai roulé plus régulièrement. Donc j'ai essayé de rouler entre une fois par mois et une fois toutes les 6 semaines à peu près. Mais on peut dire que tu t'étais limite déjà fait une Rossi, parce que dans l'ambulance t'étais en train de te dire la prochaine fois je prendrai une remorque, ou t'as quand même attendu que ça se ressoude pour dire j'en ferai peut-être. Non, j'ai pas attendu que ça se ressoude pour réparer la moto déjà. Ok, donc j'ai compris. donc voilà, et puis après j'ai eu de la chance, c'est que je me suis fait opérer, ça a été très vite. J'ai pas eu de complications et j'ai pu rerouler au bout de petites 2 semaines. Donc franchement, c'était... Donc tu t'es effectivement fait une Rossi, d'autres l'ont fait avant, hein, mais c'est dans la lumière des événements récents. Des sponsors en moins, mais ouais, dans l'idée, c'était ça. Ah, bientôt le Ranch Marie. Le corps de ferme. Où je trouve des hectares, là, en Auvergne, c'est pas ce qui manque. Je vais préparer ça.
On va faire un petit retour sur ta saison 2017, justement, les courses que tu as faites. Tu t'es aligné sur quelques courses. Tu peux nous rappeler ça vite fait ? Sur 2017, par rapport aux 2 années précédentes où j'avais fait une pige de temps en temps, là, je me suis dit, je vais faire un championnat complet. Donc, il y avait la Women's Cup qui se déroulait sur 3 manches cette année. Donc, j'ai fait les 3 manches. J'ai réussi à boucler les 3 manches. Donc, c'était en avril au Mans, ensuite à Les Denons et enfin à Manicourt. Donc c'est vrai que 3 courses, ça paraît pas énorme dans l'absolu. Par contre, ça reste une grosse organisation, du temps, du budget. Et c'est un sacré budget aussi. Hein. Ouais, beaucoup de budget, beaucoup de temps, mine de rien, parce qu'on pense souvent au budget, mais le temps, ça représente entre 3 et 4 jours de congé, par exemple. Et c'est pas toujours évident à caser, à avoir, et voilà. Donc c'est un tout qui fait que je suis vraiment contente d'avoir pu faire les 3. Et d'après ce que tu dis, t'as bien apprécié que tu les as finis, donc t'as fini sur tes roues. Oui, j'ai fini sur mes roues. On sait ma passion désormais pour les gens qui finissent sur leurs roues, parce que c'est important. Pour arriver premier, il faut premièrement finir. C'est ça, faut d'abord finir, faut pas se faire mal, faut pas avoir de pépins mécaniques, faut pas se faire percuter. Oui, aussi, oui. Non, au Mans, t'avais fait une finale B qui t'a amené en finale A, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. J'avais fait la finale B au Mans. Et d'ailleurs, c'est mon meilleur souvenir de la saison, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'on était parti à 4 filles devant. Et il y avait 11 ou 12 tours. Et on a fait les 11 ou 12 tours à 4 devant. À la baston, tout le temps. J'ai pas compté le nombre de dépassements, mais franchement, c'était terrible. Même le public a aimé, même le speaker après on a parlé. Et c'était assez génial. Bon, après, si j'avais fait 4 sur les 4, j'aurais peut-être pas le même discours. Voilà. Mais ça me permet de te demander, n'ayant jamais fait de course avec d'autres personnes, quand ça se taxe, est-ce que tu sais si t'as de la marge ou si t'es charrette, ou à chaque fois tu crois que tu vas mourir? Je sais, peut-être un peu con comme question, non. Mais non, c'est un truc que tu sens en fait. C'est vrai que des fois tu dis bon là c'est vraiment chaud, ou après quand on double tu dis non mais là c'était banzai. Et puis non mais là c'est juste propre en fait, tu roules, t'es dans un certain rythme, tout se passe au ralenti. Ok, donc d'accord, donc t'as des moments où tu peux doser. Alors évidemment rétrospectivement quand t'as des soucis tu te disais ça passait pas, ça passait, c'était beau, mais globalement tu sais si ton avant va pas te lâcher sous toi, genre je freine trop fort en entrée de piste, de virage, t'arrives à le sentir. Bonjour, on va dire, pour schématiser, parce que c'est pas évident. Quand t'es dans un bonjour et que t'as ce feeling là, c'est assez exceptionnel, même au niveau auquel c'est, parce que voilà, c'est même pas le niveau du super sport, c'est même pas, tu vois, mais rien que ce feeling là, puis en plus être empaqué comme ça, c'est une sensation vraiment, tu sais où t'es, tu sais où sont les autres, et tu fais confiance à ton adversaire, et c'est vraiment que c'était un super souvenir, tu vois, de ce côté là. Et dernière question technique, c'était quel type de gomard? C'est vraiment du slick d'enfer. Il a plu à une des courses, non? Où j'ai rêvé. Vous avez été en slick? Au Mans, il a fait sec et j'étais en slick. Ouais. D'ailleurs, c'est petite anecdote de cette finale-là, c'est que c'était le vendredi soir, le vendredi après-midi, il y avait les qualifs. Et puis j'étais pas contente de ma deuxième qualif, je râlais un peu dans le Barnum, tout ça. Et puis j'avais ma collègue de Barnum là, Caroline, que je salue au passage, qui me dit écoute, je roulais avec des Super Corsa. Elle me dit écoute, j'ai des Superbikes, j'ai les Pirelli Superbikes. Ils sont pas neufs, mais tu verras, c'est vraiment bien. Et je lui explique, j'ai fait attends, j'ai jamais roulé en slick, tu veux me faire partir en finale avec des pneus avec lesquels j'ai jamais roulé. Il me fait écoute, laisse faire, on s'en occupe. Ils m'ont assis dessous le Barnum, ils ont béquillé la moto, ils ont démonté les roues, ils ont monté les slicks et je suis partie comme ça. Et j'avais jamais roulé en slick de ma vie, si tu veux. Mais ouais, il faut les chauffer plus que des Super Corsa, non? Ou enfin, il faut faire. Il y a un mode d'emploi. Ouais, il y a un mode d'emploi, mais après, si tu veux, une fois que tu es dans le truc, t'as plus le choix. Donc t'as pas le temps de le lire, quoi. Ouais, mais justement, mais tu peux pas, le premier tour, tu peux pas planter des freinages de bâtard. Bah, t'as le tour de chauffe quand même pour bien faire chauffer le pneu, t'enlèves les super. Non, ça va, franchement, ça va, ça se fait bien. Ouais, mais c'est des questions innocentes que je pose parce que j'en ai jamais utilisé, donc je me dis qu'est-ce que ça fait d'avoir des slicks. Non, honnêtement, je pensais pas qu'il y avait un tel gap. Et c'était une très très bonne surprise. Et j'ai fait tout le reste de ma saison avec des Pirelli Slick Superbike. Parce que moi, de ma très très petite expérience, j'ai fait une journée de supermode, donc c'était naturellement pas des slicks, mais c'était des Pirelli de bâtard. Et j'ai jamais eu un avant qui accroche comme ça. Effectivement, il y a des moments où tu dis que ça ne peut pas décrocher. Alors, ça va toujours décrocher un jour, hein, il faut le savoir. Mais waouh,
t'entends le pneu siffler quand tu freines en fait. Enfin, je sais pas si ça le fait sur ta moto, mais sur le Supermoto, j'entendais siffler le pneu qui en réalité chaud. Et je me dis waouh, c'est de la gomme. Ouais, c'est ça, t'entends tout en fait sur la température et la charge que tu mets. Ça marche aussi pour les plaquettes. Ah oui, ça je savais pas. Ouais, enfin après ça dépend des marques de plaquettes, mais c'est un truc que tu peux entendre. T'entends si t'es à température pour la plaquette, tu l'entends, elle a un son différent. Là, j'avais roulé avec des Bendix et je sais que j'avais un son particulier. Je savais quand je pouvais vraiment taper dedans parce qu'elles étaient à température. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui sont que t'apprends et que tu développes au fur et à mesure, quoi. Et c'est là aussi que tu te rends compte que sur les jeunes qui vont commencer quand on voit l'école de Zarco Felon, c'est des trucs qu'ils vont apprendre. Les gamins, ils ont 10 ans et qui vont développer et ce sera naturel pour eux. À 14 ans, 15 ans, ce sera naturel. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des pisteurs amateurs, c'est des choses qu'ils apprennent à 20, 25 ans. Alors je dis pas qu'il est trop tard, mais c'est pas la même chose, quoi. T'apprends pas de la même manière. T'en découvres plein, alors que pour eux, c'est un acquis, ils y pensent même plus, quoi. Juste un dernier petit mot, est-ce que tu aurais une moto coup de cœur que tu as eu le plaisir de conduire durant tes années justement de motarde? Ouais, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est une question qu'on m'a posée dernièrement et si tu veux, j'y avais jamais trop pensé. Non, j'y avais jamais trop pensé et puis quand on m'a posé la question, c'est venu comme une évidence, tu vois. Et ça va peut-être surprendre, hein, mais c'est vrai que pour moi, la moto qui m'a le plus marqué, c'est le GSX-R. Donc Suzuki 6000 ou... J'en ai eu 3. Ah, tu collectionnes. Non, pas forcément. Alors, j'ai autant aimé le 750 que le 1000 sur les dernières générations pour des raisons un petit peu différentes. Mais c'est vrai que le GSX-R, il y a une philosophie derrière un GSX-R. Soit le calage du 4 cylindres, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as le crossplane sur la YAM, que ce soit le fait que le couple soit très bas par rapport aux autres moteurs. Si tu compares même aujourd'hui à ce qui se fait, un Kawa à côté, alors toute proportion gardée, parce que ça fait 200 chevaux, hein, on est d'accord, mais en bas c'est creux, t'as pas d'agrément moteur. Donc sur piste c'est pas très important, mais quand c'est quelque chose que tu utilises mixte, route-piste, cet agrément moteur, tu l'aimes parce que t'as l'impression qu'elle sait tout faire cette moto. Tu peux aller t'éclater sur piste avec. Alors après, de là à dire oui c'est moins performant, machin. Encore faudrait-il être dans la seconde du corps du tour, tu vois, pour juger ça honnêtement. Aujourd'hui, tu choisis une moto, tu choisis celle qui te fait plaisir. Éventuellement, t'as des petites affinités par rapport à ton gabarit, mais c'est tout. Mais ouais, non, pour moi, c'est le GSX-R qui restera le meilleur souvenir et probablement que j'y reviendrai. Ça, c'est sûr. Chouette. Bon, je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai été obligé de me replier dans mon salon parce que j'ai traditionnellement la pluie dans ma véranda, donc. Oui, mais c'est un petit... comme un Malik pour ça. Ouais, voilà. Signature en fait. C'est voilà. Dès qu'il y a une émission importante, j'ai une merde qui me tombe sur la gueule, donc là c'est la pluie. Et t'as Charles Ingalls qui coupe ses arbres à côté de chez toi aussi. Mais pas aujourd'hui. Ouais, Charles Ingalls motorisé avec la tronçonneuse et la broyeuse comme dans Fargo. Ah. Il a une Husqvarna, c'est bon. C'est ça. Non, je crois que c'est Lorenzo qui lui a vendu un rotophile. Georges Laurent. Georges Laurent. Tu passes les plombs. Steph, tu nous parles rapidement des 17, donc ? Oui, alors les 17 tournants, du nom évident que je les ai pas comptés quand je les ai faits, mais il y en a 17, des tournants, dans une montée. Ce qui a son importance parce que ça n'est que moi, mais moi j'aime beaucoup les virages en montée, ça permet de faire du frein en plus du frein moteur, t'as pas peur de mourir en montée. En descente c'est l'inverse. Mais bon, j'aime beaucoup la montée des 17 tournants qui se trouve dans les Yvelines à côté de Dampierre, qui a un très joli château et qui est adossé à la vallée de Chevreuse. Alors toi comme moi, Cyril, on n'est pas loin de cette zone, parce que moi je bosse à Vélizy et toi dans la zone de Chalandise. Je suis à l'entrée des 17 en fait, quasiment. Je suis sur Montigny, voisin le Bretonneux. Ouais, par contre tu ne pratiques pas la bécane, donc tu peux juste aller faire une génuflexion devant, c'est ça, et dire c'est génial. Non, j'y vais en famille, en voiture le week-end pour aller me promener avec les enfants en forêt. J'ai cru que c'était pour essayer de taper des chronos avec les mecs en Gex. Avec la C3 c'est mort. Oh, quoique tu serais surpris. Parce qu'une sportive dans les 17 tournants, c'est difficile à faire tourner justement, faut se mettre debout dessus. Et donc il est réputé,
aussi, alors on se fait pas mal chambrer nous les franciliens parce que c'est un peu les endroits où il y a des tournants en Île-de-France. Je schématise beaucoup évidemment, mais les gens qui habitent dans le sud, quel que soit le sud, ou qui sont un peu à la campagne, ils se marrent qu'on fasse plusieurs dizaines de bornes pour aller faire 17 tournants. Hein. Après, d'aucuns, alors je pense qu'avec les années ça s'est un peu calmé, mais je suppose qu'à une époque c'était un peu limite botte de paille et puis on fait les chronos. Et bon, depuis il y a les condés tous les week-ends pour filtrer un peu ça. J'y suis pas retourné depuis un bail, hein, certes. Mais voilà, donc pour les situer, moi je citerai aussi, parce que c'est moins connu, mais pas loin de là, il y a les Essarts-le-Roi, et il y a une partie entre les Essarts-le-Roi et la nationale, je sais plus combien, là, qui est assez sympa, parce que c'est des courbes rapides. Alors des fois, il y a des betteraves écrasées, des mottes de terre, mais c'est agréable, parce qu'en plus c'est des courbes rapides où t'as de la visu, donc tu vois la sortie de ta courbe, voire les 2-3 prochaines. Donc si un camtar ou un tracteur, ça peut permettre d'allumer un peu. Les 17 tournants, ce serait le circuit de karting, et puis les Essarts-le-Roi, ce serait plus, on va dire, un peu plus comme une piste plus rapide, mais il faut rouler bien sûr à 90, hein, c'est évident. C'est limité. Plus vite, hein, c'est limité, tout à fait. Donc, dans la série tourisme, je sais plus, c'est Olivier qui dit ça dans les Tour de France là. Alors un point histoire, le château de Dampierre effectivement est très joli, hein. Et dans la série des curiosités locales qu'il n'y a plus, hein, donc je l'apprends parce que tu l'as mis dans le conducteur, le chalet des Cascades qui est le repère des motards pour se la raconter une fois qu'il s'était fait peur, aurait brûlé façon la paillote chez Francis. Donc voilà, Anna n'a pu, hein, mais c'est vrai que effectivement c'est globalement aussi une excuse pour aller se balader dans la vallée chevreuse adjacente. Ça fait un petit peu d'arsouille dans les 17 tournants, et puis après aller se détendre dans les paysages bucoliques de la dite vallée de la Chevreuse. Parce qu'en fait le chalet des Cascades il est bien après les 17. Les 17 c'est une chose, mais juste avant, donc comme tu disais, il y a pas mal de virolos pour aller aux 17, mais justement le chalet il est bien après Dampierre, et donc bah tu peux continuer la balade largement après ce secteur là, hein, donc clairement c'est assez ouvert. Alors donc Marie, tu les as fait quand ces 17? Je les ai fait au mois de juillet avec Marine, donc qui habite en région parisienne, et c'est vrai que ça faisait un peu de 15 ans que j'en entendais parler, parce que sans mentir, hein, à l'époque, oulala, ça commence à être vieux, mais c'est vrai, quand je roulais en SV 650, j'étais dans une... Ouais. Excuse-moi de cette interruption. Voilà. Et puis donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément les forums, les réseaux sociaux, mais il y avait tout ce qui était donc mailing list, et il y avait ce groupuscule là qui était dédié à la SV 150, et il y avait peut-être une vingtaine de membres assez actifs, dont peut-être 15 ou 16 parisiens, et donc les 17 tournants, tous les week-ends on y avait droit. C'est un truc, ça me sortait par les trous du nez, tu vois, clairement. Je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose à faire. Non, il n'y a pas autre chose. Effectivement, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Nous, les franciliens, si on veut aller avoir des belles routes, faut quand même qu'on s'exile dans les jolis coins de France. Et à part ces 17 tournants-là, t'as quelques courbes rapides, soit dans le Vexin, qui est plus près de Cergy, hein, donc plus direction Rouen. Nord-ouest de Paris, ouais. Ouais. Ou chevreuse, mais non, mais en fait on a que ça, hein, c'est vraiment c'est comme les rats ou les chevaux, tu sais, dans les champs, des fois il y a des ronds, et à force qu'ils fassent le tour de l'arbre, ça fait des ronds dans l'herbe, ça fait des traces. Bah, c'est comme ça. Nous on fait 17 tournants, puis on redescend, puis on remonte, voilà, gros débile. Non, mais après, on a tous, quelle que soit la région, t'as toujours une route un petit peu référence comme ça. Il y en a quelques-unes ici. C'est juste que c'est vrai que ça revenait systématiquement. Bon, après j'ai oublié, je suis passée à autre chose, j'ai changé de région et autres, et puis j'ai changé de groupuscule. Puis là c'est revenu, si tu veux, puisque c'est vrai que j'avais donc Marine qui habite en région parisienne, que je vois régulièrement. Je dis quand même, un jour il faudra que je fasse cette fameuse route, parce que j'en ai tellement entendu parler, je ne peux pas ne pas la parcourir au moins une fois, au lieu de dire que ça ressemble à rien, que c'est débile. Au moins la faire, comme ça au moins j'aurai ma propre idée du truc, quoi. Ouais, mais en fait, elle a alors ça, c'est pas comme si je donnais un coin à Champignon, hein. Pas loin de Saint-Germain-en-Laye, dans ma favela où j'habite,
eh bien il y a une route qui s'appelle la route de l'Étang-la-Ville, comme le nom, et qui ressemble vachement en fait. Donc t'as quasiment un clone des 17 tournants. Alors ceux qui nous écoutent et qui s'avouaient la route dite de l'Étang-la-Ville, en gros, bah tu vas de Saint-Germain-en-Laye à l'Étang-la-Ville, ça monte, ça tourne, donc il y a des sous-bois, donc en automne il y a de la feuille morte, et aussi l'eau qui ruisselle d'en haut vers le bas qui traverse la chaussée à un moment donné, hop, en attendant. Il y a des lignes blanches. Mais même sans ligne blanche, il y a moyen de te... Et c'est surtout qu'en fait, ça tient, mais tu crois que tu vas mourir. Parce que t'arrives penché. Donc, généralement, ces routes-là, tu te fais une montée de reco. Hein. Parce que j'ai un pote qui a une Clio Sport, il dit, moi, quand je veux un peu attaquer dedans pour voir si ça roule, je monte quand même. Pour voir déjà où si t'as pas un nid de poule ou un nid d'autruche qui s'est créé à la faveur de l'hiver, quoi. Parce que des fois, t'as des plaques de route qui s'en vont, hein. Ouais, quand il gèle, des fois c'est par mètre carré qu'elle s'en va la route. Hein. Donc, bon. Mais donc oui, qu'en as-tu pensé? Oui, excuse-moi, je t'ai coupé là. Eh ben, j'ai trouvé ça court. Ouais, je valide. C'est ça, c'est court. Comparé à un col du Massif Central, c'est court. Non, c'est le premier truc qui m'est venu parce que c'est pas. Je pensais que ce serait plus surfait que ça. Honnêtement, non, c'est une route super sympa, mais qu'est-ce qu'elle est courte. Ouais, comme tu dis, voilà, ça monte, t'as des petits virages, c'est assez tortueux. L'environnement est sympa dans les arbres. Le décor est vraiment cool, mais qu'est-ce que c'est court. C'est frustrant, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec un col, fut-il court, hein, mais c'est vrai que pour avoir fait l'école dans le Var ou en Corse ou à La Réunion, mais alors là, La Réunion c'est triché parce qu'il y a que des virages. Ouais, non, là c'est... c'est rien, enfin rien, ça n'est pas rien, mais t'as pas le temps, limite tu peux la faire en apnée, hein, si j'exagère un peu. Mais voilà. Ce que j'ai tendance à faire moi dès que ça tourne, hein, j'en peux plus, je pars en apnée. Hein, donc... Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, ça c'est un autre point technique de la piste que j'avais pas évoqué, mais je crois que je suis un foutu de respirer dès que c'est plus de 2 tournants en moins de 200 mètres. Et donc tu l'as fait avec quelle moto? Je l'avais fait avec la MT-09 que j'aurai là pour le moto tour. J'étais monté avec. Donc un sympathique 3 pattes. Je t'avais interviewé là-dessus parce que je lorgnais moi sur la version trail en mode daron. Oui, c'est que le 3 pattes, quand il est pas chez Triumph, il est moins cher. Hein. C'est aussi ça qui est marrant. C'est curieux, hein, c'est franchement curieux. Mais je crois que c'est Moto et Motard qui avait élu son 3 pattes favori à ma grande surprise comme étant celui de la MT-09. Et honnêtement, ce bloc moteur, c'est une vraie réussite, hein, ça c'est clair. Hein. Mais après, voilà, c'est faut aimer. Moi, j'aime bien, je trouve ça fun, mais c'est vrai que je passerai pas ma vie de motard là-dessus non plus. Ouais, mais moi, sur mes vieux jours, je trouve que le DL650, ça cogne un peu, surtout en ville. Si je me dis un peu de souplesse, sans toutefois se taper un Phaser 600, ce serait quand même sympathique. Et j'ai dans l'idée qu'il est souple en bas, le PPR. Enfin, le PPR. Il est souple. Énervé. T'as plusieurs pas plusieurs cartographies, mais plusieurs modes de conduite. Sur les dernières versions, t'as l'anti-patinage, tout ça. Donc c'est vrai que tout ça, ça permet d'avoir quelque chose de très très souple. Mais justement, tu vois, après, au quotidien, c'est bien, mais des fois trop souple. C'est fade en fait. Ah bah oui, c'est clair. C'est pour ça que j'ai du mal à l'idée de quitter le monde merveilleux des bicylindres, hein, parce que ça grogne et qu'il y a du frein moteur de bâtard. Mais le SV650 aussi j'aime bien parce les moteurs à la SV650 ou à la Ducat, parce que c'est des moteurs en V, et ils ont un son quand même. C'est pas celui de la Ducat, ok, mais le petit grondement qui va bien. Après les 3 cylindres c'est autre chose, c'est un autre championnat. Comme bruit. J'ai jamais entendu par contre un MT-09 ça siffle pas comme les Triumph. De toute façon il y a que les Triumph qui sifflent. Non, la MT-09 elle siffle un petit peu en 6. Ah, mais oui. C'est la boîte. C'est pas. Ouais, c'est pas le moteur. Je suis d'ailleurs infoutu de te dire, j'ai jamais compris ce qui sifflait dans les Triumph. Parce que ça siffle pas qu'un peu, quoi. Mais je sais pas quelle partie du moteur fait ce bruit. Je sais pas si c'est pas la distribution, mais honnêtement, je me prononcerai pas parce que je me suis jamais trop intéressé au Triumph, tu vois. Bah, j'ai des potes qui ont des Speed et des Tiger et ça a pas l'air de venir du pot, donc ça vient du moteur. Effectivement, comme tu dis, ça peut être la distribution. Alors ça siffle pas autant que les espèces de saloperies de Burgman 600 je sais pas quoi là, qui font un bruit de je sais pas quoi non plus. T'as déjà entendu les Burgman? Ouais, je vois même pas de quoi tu parles. Et, ouais, enfin voilà, désolé, j'ai invoqué l'antéchrist et il va venir, non? Non mais ce qui me fait marrer c'est leur bruit aux Burgman.
c'est parce que les T-Max ça fait des bruits de T-Max, donc voilà, c'est pareil, on voit pas de quoi on parle. Et les Burgman ça fait zzzz, et pourtant c'est des essences, hein. C'est pas les électriques, c'est pas les. Je confonds avec les abeilles. Je sais pas. Tu tournes mal. Ah non, pourquoi je te parle de leur bruit, c'est que mon seul but dans la vie c'est de les déposer en leur faisant l'inter. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Mais moi tous les jours sur mon chemin j'ai la N118 en montée. Il y a 4 virages et quand il n'y a pas de voiture tu peux te la péter. Et généralement les mecs en Scooby ils tiennent pas le pavé quoi. Donc ça permet de les enrhumer avec un rat bike. C'est sûr. Les scooters là ça m'intéresse, c'est les enrhumer. Un T-Max ça tient le pavé quand même. Hein. Franchement, un mec qui fait l'emmener, après, c'est le truc, c'est que c'est pas le public qui sait vraiment rouler. Hein. Exactement, c'est pour ça que je te dis, il faut pas avoir peur. Et par ailleurs, sur la 118, dans chacun des 2 virages les plus terribles, il y a des joints de dilatation qui font la taille d'un baobab, tu vois. Quand t'es plein angle, enfin, pareil, c'est une montée qui est limitée à 70, tu déboules à 140 là-dedans, les joints de dilatation, ils font mal. Oui. Donc, tu te décales de 50 cm sur ta voie, faut le savoir. Faut anticiper quoi. Voilà, c'est ça. Ça te permet de te décaler, c'est comme dans Mario Kart quand tu fais des petits sauts là. Ding ding ding. Non, je pérore hein, mais quand il pleut, je roule droit. Hein. Je tourne avec le guidon. Hein. Et puis il y a des murs en fait sur la 118, je sais pas si tu la connais, je pense pas, mais c'est une 2x2 voies séparées par terre-plein central en virage, et il y a du béton à droite et à gauche, il y a 0 bande d'arrêt d'urgence. Après ces digressions sur les nationales parisiennes... Oui, certes. Bah, tu sais que dès qu'il y a des virages, nous, on les note hein, sur la carte. Oui. Il y a les 4 virages de la 118 et les 17 de Dampierre, et c'est marre. On va pas rester que à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres idées de balade, Marie, par exemple? Ah, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est vrai que quand ça va faire 4 ans que je suis dans le Puy-de-Dôme, tu sors de Clermont-Ferrand, que t'ailles tout droit à gauche ou à droite à l'intersection, t'es sûr de trouver une route à virage. Alors je plus sois effectivement. J'ai été avec un groupe de potes à Superbès, entre autres, Amber, Mont-d'Or, que sais-je. Oui, il y a si c'est vallonné qu'ils ont fait des routes pour y monter comme ils pouvaient pas tracer tout droit, ils ont fait des virages à flanc de colline, ça c'est vrai dans tous les pays. Et l'Auvergne est vallonnée. En plus, ouais, t'as plusieurs secteurs. T'as vraiment le secteur qui va vers le Mont-d'Or, la Bourboule. Après, tu peux retourner vers Issoire où tu passes par la région des lacs. Tu vas voir le lac Chambon, le lac d'Eda en remontant sur Clermont-Ferrand. Et si tu passes de l'autre côté de la 75, tu vas aller vers Amber, donc, et faire le Livradois. Et pareil, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, en dehors du tracé à proprement dit, en fait, ce qui est marquant ici, c'est que t'as pas énormément d'habitants au kilomètre carré. Donc, forcément, la densité sur la route, ça se ressent. Et t'es pas, même, déjà, d'une manière générale, la moto, tu subis pas le trafic, mais là, encore moins. Tu peux faire un col sans doubler ni croiser personne. C'est sympa. Et par contre, c'est valable dans tous les coins de France. Mais quand tu es en week-end, tu regardes bien où sont les stations-service et tu regardes dans ta bande lequel a une italienne qui a pas de réservoir et qui consomme. Parce que j'ai quelques souvenirs. Une année, c'était Bibi qui avait un truc qu'il fallait s'arrêter avant tout le monde. L'année d'après, c'était l'inverse. J'avais un char d'assaut, un GS pour pas le nommer, avec 600 km d'autonomie, donc je faisais le plein une fois sur 2. Et t'avais un mec en MV Agusta, tellement il faisait le plein, parce qu'il était dans la flip de pas retrouver des stations, qu'il pouvait pas mettre la moto sur la béquille, fait qu'il la pose contre un mur. Sinon, ça pissait par le trop-plein. Donc... Je connais ça. Voilà. Bon, tu connais ça aussi, alors donc voilà. Mais moi, j'ai du temps où j'avais la 900 SS. Une fois, j'avais fait pareil, il gère pas génialement les notions de quand est-ce que c'est trop plein vraiment dans le résé. Et donc j'en avais mis mais jusqu'en haut. Ouais. Elle aime pas ça. Hein. Et alors, j'en ai mis jusqu'en haut. Et il y a un moment, première route pour repartir, ça monte. T'ouvres en deux, donc toute l'essence elle va vers moi, mais elle repasse carrément par au-dessus, et j'en avais plein le jean. J'ai été plein de super. Donc merci la 900 SS, pour autant c'est ma meilleure bécane en coup de cœur, hein, pas forcément en efficacité. Ah ouais, non mais clairement l'essence, on pourrait croire qu'on exagère, qu'on fait un peu des sbroufs, mais non, t'as l'essence qui ressent du résé quand tu l'as trop rempli. Ça aussi, la 900 SS avait sa défaut que j'ai pas eu parce que le mécano qui l'avait révisé pour moi quand je l'ai acheté d'occasion avait enlevé le truc. Quand la mise à l'air se bouche, parce qu'encrassé, je sais pas si tu connais ça.
Eh ben, quand elle est chaude, la moto, globalement, le résé est chaud, et s'il est 3/4 vide, t'as plein d'air chaud, Cyril, t'imagines, hein, donc, et après, quand tu rentres chez toi, tu la mets au garage, et le lendemain, tu reviens, et le réservoir, il est tout cabossé, comme si quelqu'un avait sauté à pieds joints dessus. Parce qu'en fait, t'as l'air qui se rétracte, t'as pas de mise à l'air, et ton résé, il est tout cabossé. Et, je m'imagine même pas, quoi. C'est avec le cul, ou quoi? Bah ouais. Et sachant que je l'ai un peu entretenu moi-même, et j'ai remarqué que c'était des injecteurs de Fiat Punto, la SSIE. Mais tout ça, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est plein de bitchage, mais j'adore cette bécane. Voilà. Et à un moment, c'est pas cohérent si tu veux, hein, mais une fois que t'as roulé avec. Et moi, en fait, le seul truc dont je me souviens aussi, c'est que c'est là que j'ai compris que j'avais pas le niveau. Parce que Marie t'a conduit ça, enfin t'en as une de toute façon, non? Ouais, je l'ai toujours, ouais. Bah, quand il faut tourner, c'est toi qui lui dis qu'il faut tourner, puis c'est généralement avant, c'est pas pendant, quoi. Le virage que tu décides de faire ta courbe, alors qu'avec un trail ou même un roadster, si pendant le virage tu veux en remettre, tu peux repencher, et si tu veux faire cette 916, faut le faire toi-même en tant que pilote, avec un grand P. Et le nombre de virages larges que j'ai pris... Bah, c'est sûr que ouais, tu vois, le châssis de la SS, moi j'avais un vieux souvenir quand je l'ai acheté là cette année, j'avais des souvenirs d'en avoir essayé une il y a plus d'une dizaine d'années où j'avais juste roulé en SV, donc à côté, si tu veux, c'était très lointain. Très difficile. La péniche. La péniche, alors que c'est pas une péniche en fait, mais... Attends, je suis descendu du R6 et je suis monté sur la 900 SS. Ah, et alors, tiens, j'ai jamais eu qu'une 900 SS en sportif, donc je peux pas dire ce que c'est une autre sportive que ça, quoi. Et ben, si tu veux, la SS, en dehors du nom Super Sport, il est vraiment pas usurpé, parce que c'est vraiment un châssis sportif. Ok, ça fait quoi? Ça fait 80 chevaux à tout casser, quelque chose comme ça? Ouais, parce que c'est un moteur de soupape façon Mostro, en fait. Refroidi par air, donc si tu veux, ça a quand même ça tracte en bas. Ah, carrément, ça avance tout seul, en fait. Tu mets le truc et pouf, ça part. Mais par contre, à placer, à tenir sur une trajectoire, c'est comme une sportive, et tu te prends tout de suite à attaquer. Je sais que j'ai fait quelques routes de col avec en sortant, et c'est une des premières fois où je me suis dit, mais merde, il manque 40 chevaux, là, c'est pas possible. Parce que vraiment, j'étais au taquet, mais elle tenait le parquet, quelque chose d'assez incroyable, tu vois, pour une moto qui a plus de 15 ans maintenant. Et tu prends pas une japonaise de 15 ans qui fait ça. Et si tu veux, j'avais pas de gros delta en comportement routier, arsouille gentil entre la R6 et la SS. Il y a vraiment moyen d'attaquer, de se faire plaisir et de mettre à l'amende un paquet de trucs, même avec 80 chevaux, quoi. En plus, parce qu'en plus, niveau freinage, elle est paradine, parce que c'est les Brembo Serior qu'il y avait sur les 749 à l'époque. Donc les 749, c'était les vrais super sports à 4 soupapes. Donc les équivalents du 848 de maintenant, hein, pour resituer un peu. Mais voilà, t'as du gros son, tu peux ouvrir la boîte à air, rien à foutre. Tu peux mettre des pots de bâtard. Et voilà, ça fait partie du plaisir de kéké, j'avoue, c'est pas bien. Mais bah après, si tu fais pas à 2h du matin en ville, ça passe. Ouais, clairement, ouais. Mais non, c'est vrai que c'est un gros plaisir à conduire, cette bécane. Ouais, c'est pas que parce que c'est une Ducati. Je veux dire, après, il y a un petit côté snob chez certains. Hein. Ducati, c'est forcément bien. Moi, j'ai surtout... moi, je venais d'un 695 Monster. C'était bien pour faire ses classes parce que ça permet de pas trop se faire peur. Mais ouais, 900 SS, faut la placer en fait. En fait, en gros, si tu lui as pas expliqué comment ça allait se passer et que tu crois que tu vas pouvoir te rattraper, ben surtout quand les virages se referment, je sais pas si t'en as déjà eu des virages qui se referment, je suppose que oui, qui se referment pas comme sur piste, parce que sur piste normalement tu le sais, mais ceux qui se referment parce que le bosquet t'a caché qu'en fait ça se refermait. Bah là, faut qu'il y ait personne en face. Tu vas voir le bosquet d'en face, quoi. Un peu, ouais, mais sauf qu'il faut pas que sur la trage, si c'est un droite, il y ait quelque chose en face. C'est surtout ça, en fait. On rigole pas mal, mais rétrospectivement, tu te dis, ouais, je suis sorti, comme j'avais les roues sur la ligne blanche, j'aurais pu m'éclater. Bon, voilà. C'est très performant, mais ça pardonne pas. Ah ouais, honnêtement, mais c'est pour ça que l'année d'après, donc j'avais le GS 1200, paradoxalement, je roulais 10 fois plus vite partout, sauf que c'est moins marrant, si tu veux, donc toute chose égale par ailleurs. Je tiens à défendre l'honneur de la 1200 GS, parce que c'est une freineuse d'enfer.
je crois avoir ressenti les mêmes types de freinage, même si c'est suspendu comme un hamac. Puissance de freinage et capacité d'arrêt supérieure à quoi que ce soit que j'ai conduit. J'ai pas conduit 36 000 choses, hein. Mais parce qu'ils ont le freinage couplé, c'est bâtard. Avant-arrière qui fait tout pour toi. Tout en ayant l'arrière qui bosse tout seul si tu veux. C'est pratique. Et puis ils ont leur fameux télélever là, donc en fait la bécane, plutôt que de faire le cheval à bascule, elle s'aplatit. Un peu comme les Citroën, tu vois. C'est des trucs de daron, ça, je m'emporte. Mais il faut pas, enfin, je sais pas si t'as déjà lu des articles sur le sujet ou si t'as déjà testé un GS, mais c'est redoutablement efficace, hein. Pour arriver le premier en haut d'un col, si c'est ça le but. Moi, je me faisais déposer, justement, j'avais la 900 SS dans les cols vosgiens. Et je me suis fait déposer pendant une épingle par 10 mecs en GS d'Echeleux qui venaient de la Forêt Noire d'à côté parce qu'ils fermaient la Forêt Noire le week-end. Donc ils venaient rouler en France, les mecs. Donc les mecs tous en combat avec les valoches. Et t'en as 10 qui passent à l'intérieur et ils s'en foutent. Et toi t'es là en train de galérer à pas te taper les graviers. Donc ouais, je me suis dit, ah tiens, ça marche quand même leur truc. Donc toi, je suppose que tu t'es jamais compromis dans les trails, non? Non, j'ai pas eu cette faiblesse, tu vois. Après, je comprends. Cette faiblesse, carrément. Non, mais pour moi, le trail, c'est plus c'est ce que disait mon pote qui bosse en concesse, c'est la bécane du motard brouillon. C'est-à-dire que tu peux improviser, tu peux te rater, tu peux faire un peu de la merde, si tu passes l'expression. C'est plus permissif. Clairement, typiquement, quand il y a des plaques de bitume qui manquent et que t'es sur l'angle, vu que de toute façon, les trails, ça bouge un peu tout le temps quand même, donc t'as l'habitude d'être un petit peu bercé, ça, c'est pas précis, c'est brouillon en entrage, mais par contre, toi, quand tu veux en remettre un coup pour recoucher, comme souvent, c'est des très grands guidons. Sur le GS, j'ai jamais vu un aussi grand guidon. C'est des trucs, c'est quand même des cornes de vache, quoi. L'épaisseur du trait est très large, quoi. Ouais, et ça te permet d'en remettre un coup pour la recoucher, et bon, par contre, il faut que derrière, ce soit des bons pneus et un bon châssis, comme c'était le cas sur la GS, pour tenir. C'est bien, tu couches pas, ça tient pas jusqu'au bout, quoi. Mais bon, t'es arrêté par les flat cylindres avant. C'est ça qui touche en premier. Ça fait des étincelles, faut arrêter. Voilà, c'est ça. Je voulais citer, pareil pour les gens qui cherchent des spots, la D37 dans le Morvan. J'ai noté, ouais. J'ai mis l'épingle. Le Morvan, je connais en tant que bourguignon. Ah, et la D37 Mazette, c'est un moment, il y a une route, sur plus de 10 bornes. Ça, c'est des virages rapides, mais pas trop. Parce que quand on n'a pas de niveau comme moi, parce qu'il faut quand même le dire, je sais pas rouler fort, ou alors je ne sais rouler fort que quand c'est facile, donc c'est comme les mecs qui roulent vite en ligne droite, ça ne compte pas. La D37, ouais, c'est d'enfer dans le Morvan. Et puis les Vosges, surtout côté Alsace, parce que en fait la géographie locale, moi c'est ma patrie d'origine, donc je connais assez bien. Du côté Vosges, la géographie elle monte doucement, enfin les pentes montent doucement, donc c'est pas très spectaculaire, mais il y a un affaissement pour aller au ballon d'Alsace, et donc sur la partie très pentue, là t'as des routes de Tarba, comme disent les gens. Il y a des belles routes par là, parce que j'ai souvenir d'avoir roulé dans le coin, parce que moi j'ai passé mon permis en Lorraine à l'époque. Ah d'accord, alors 36-15, nos vies respectives, t'étais de Lorraine à la base? Non plus, mais j'ai passé là-bas. C'est pas de chance alors, parce que c'est quand même un coin où il fait pas beau. Ouais, j'ai passé en février sous la neige. Donc j'ai bien raison de te dire, t'as pas de chance. En Lorraine en février pour le permis, génial. T'es prête à tout après. Ouais, non, j'allais souvent rouler vers le col de Saverne et vers la Petite Pierre. Et franchement, c'était super sympa, quoi. Alors moi, j'ai aussi une carte à sortir, genre je me la pète, parce que j'ai regardé le magnifique documentaire, et là c'est pas du sarcasme, de Ewan McGregor. Ils ont fait 2 émissions avec son pote Charlie Borman. Ils ont fait Long Way Round et Long Way Down. Ils font le tour du monde, tour du monde comme on peut, par la terre, hein. De l'Écosse à New York, en passant par tout ce que ça peut, hein, les pays de l'Est, la Russie, le Canada, en GS. Alors, tu vas me dire, GS, on en a marre. Au début, ils voulaient KTM, et KTM les a envoyés chier. D'ailleurs, ils en profitent pour le dire dans le docu. Ça m'a bien fait rire, ils règlent bien leur compte. En fait, KTM, ils avaient peur que les mecs se ratent, parce qu'en gros, il faut savoir qu'Ewan McGregor, c'est un vrai fondu de moto. C'est lui qui fait les doublages dans les reportages sur le Tourist Trophy. Ouais, exactement, ouais, mais lui il pratique beaucoup, sa marque de cœur c'est Guzzi, et Borman, qui est son pote qui a joué, qui est le fils du Borman qui a tourné Délivrance, si vous connaissez le film, et lui aussi il est passionné surtout d'off-road.
donc il fait pas mal de trial et d'enduro, et donc il s'était tapé un délire du style vas-y rien à foutre, on fait le tour du monde. Mais comme c'est pas parce que t'es riche que t'as envie de payer ton tour du monde, bah ils ont monté un docu pour le financer, évidemment, en 6 épisodes d'1 heure. Et ils ont produit ce docu là, ils étaient avec en gros une assistance technique, en gros t'avais 2 4x4 pour partir avec eux, pour avoir les pièces et les caméras. Ils partaient avec un troisième mec qui était leur vrai caméraman, et les assistances qu'ils avaient n'allaient pas avec eux, ils les rejoignaient de proche en proche, enfin de pays juste en pays. Aux étapes. Ce qui est quand même pas rien, parce que quand t'as déjà un peu fait des vacances, non pas des balades, mais des vacances, avec plusieurs jours en seul tout, bah même avec des valoches, faut pas trop qu'il se passe des blagues, quoi. Surtout dans les dans les chemins. À un moment, on voit une scène où ils sont dans la flotte et le snorkel, ça y a pas. Donc en fait, il y avait de l'eau dans les moteurs. Donc les mecs, ils virent les bougies, ils mettent des coups de démarreur pour faire sortir l'eau. Et c'est reparti. Et donc là, je l'ai dit, non, je l'ai pas dit, mais ouais, ils étaient en Mongolie. Et t'as le caméraman, donc le troisième Lascar, qui pète sa boucle arrière. Alors on peut se dire, c'est pas cool, parce que en fait, la boucle arrière, c'est pas si grave, sauf que quand t'as des valoches, c'est grave. Donc ils vont les faire ressouder dans un endroit du milieu de la Mongolie, hein, donc tu t'imagines qu'il y a rien. Donc il y a un mec qui a un TIG, ou du moins une soudure à l'arc, mais ils n'avaient pas anticipé qu'en faisant ça, ils flingueraient le CU. Et donc après, la moto était morte. Et ouais, si tu soudes à même le cadre une bécane, t'as 9 chances sur 10 de flinguer l'électronique. Le point de masse, il prend cher. Hein. Ah bah il prend tout, il prend les dizaines de kilovolts, et donc bah, c'était bien aussi parce qu'ils te vendent pas que tout est facile et que tout va bien. En gros, ils ont eu autant de merde que possible sur un tour du monde. Pour le coup, je vais me dire que le mec à qui il manque 3 dents et puis qui est bien sympa de les aider, et je pense que lui, quand il soude des trucs, il s'en fout, quoi. Il y va, paf, ah c'était bien ressoudé, hein, t'inquiète pas. Globalement, ouais, puis il y a un ECU de 1200 GS au milieu de la Mongolie, ils ont mis un peu de temps à en récupérer un, quoi. Ouais, en spare, c'est un peu compliqué, quoi. Même avec leur team. Donc tout ça pour dire que comme j'avais vu ça, je m'étais pris pour un mec qui allait faire des voyages, et au moins j'en ai fait un avec ma moitié sur la selle en Écosse, dans les Highlands. Voilà. Pour moi, la seule partie de l'Écosse qui vaille, c'est-à-dire tout au nord, le plus au nord que tu peux aller, avant les îles Shetland. Toute la partie nord par le long de la côte, en fait, on a fait tous les Highlands, puis rebouclé par Glasgow. Et comme j'ai un tantinet de jugeote que je voulais pas dégoûter Madame de la Brelle, en fait, elle a pris l'avion, je l'ai récupéré à Glasgow. J'ai fait Paris-Glasgow seul tout. Parce que en passager plutôt dégoûté, parce que tu te fais chier quand t'es passager. Et sur de la bonne autostrade où il flotte, donc j'ai fait ma journée et demie de route vers le nord, et après je l'ai prise quand ça commençait à être chouette vers York. Et par contre, ouais, tout ce qui est York et tout ce qui monte vers les Highlands, c'est top. Donc je ne peux que conseiller aux gens d'y aller. Mais si c'était à refaire, ce que je ferais, c'est paradoxal, hein, mais en termes de coût, je pense que c'est pas idiot de prendre un billet d'avion pas cher et de louer un petit trail ou une petite bécane. Pas se la péter en 1200 GS. Prendre une bécane de taille normale à louer, parce que mine de rien, c'est un jour et demi dans un sens et dans l'autre, donc tu te tapes ferry, hôtel, essence, fatigue. Mieux vaut même raccourcir son voyage et louer, je pense. C'est mon avis. Mais l'Écosse, les Highlands, je conseille. J'ai fait ma pub. Je suis même pas sponsor par l'Écosse, dégoûté. En parlant de sponsor, Marie, il me semble que t'es un peu sponsor là cette année. C'est l'équipement ou Tiger Gum, ou je mélange tout dans ma tête? Alors oui, non, il y en a eu. Alors ça a commencé à la base. Mon premier partenaire, c'est ActiCourse en fait. C'est une société de course qui est basée à Clermont-Ferrand, donc qui fait un coursier un peu pour toutes les dimensions, hein, pas forcément les enveloppes. Ça va aussi des palettes Europe, et il fait un petit peu de national. C'est vrai qu'un ancien pilote en fait qui a monté sa boîte quand il a arrêté de courir, donc il était ravi de m'aider. Donc ça a été le premier soutien. Après, j'ai aussi ma salle de sport par rapport à un partenariat, du fait que voilà, après je porte les couleurs sur ma moto, donc ils sont contents de pouvoir communiquer là-dessus, même si après c'est pas du financement pur, mais c'est de l'aide et c'est des dépenses que je fais pas à côté. Ah, t'as le droit de les citer d'ailleurs, pour la faible audience qu'on a, tu peux dire qui c'est. C'est qui? Ah ouais, c'est la chaîne Macadam Fitness. Okay. Donc voilà, ils ont pas mal de salles en France, pas autant que certaines autres chaînes, mais ils sont assez placés dans le secteur. Puis s'ils sont assez cool pour soutenir une motarde, je pense qu'ils ont le droit d'être cités quand même. Ouais, non, franchement, ils sont cool. Il y a pas à dire, que ce soit le directeur de la salle ici ou le directeur national, du coup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Franchement, ça s'est toujours super bien passé.
Donc après, de ce côté-là, franchement, c'était vraiment top, quoi. Outre la salle de sport, tu as aussi d'autres sponsors, me semble-t-il, que je suis passé sur Twitter. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a la bécannerie aussi qui me suit depuis cet été. Et donc, pour le mototour, Marine m'accompagnera sur toute l'épreuve, donc pour faire tout ce qui est communication sur le site et sur Twitter. Donc c'est Marine du GMT, je sais pas, on peut dire oui, Marine. Oui, Marine Mat 15. Marine Mat. Ouais, Okay. Mat 15. Voilà. Et sinon, elle sera via le compte Twitter de la bécannerie aussi, de toute façon. En général, dans la bécannerie, c'est Plein de un... matos, c'est ça, non? Plein de matos. Pièces, ouais. Pièces et accessoires, équipements pour moto et à la base mobilette aussi. Mais c'est vrai qu'ils se sont vachement diversifiés dans tout ce qui est moto aussi. Donc aujourd'hui, tout ce qui est équipement standard, on trouve tout. D'accord. Nice. Après, j'ai eu donc cette année là l'occasion de faire un partenariat avec Tire Gum pour essayer des pneus, leur rédiger des articles. Et grâce à eux, ils m'ont trouvé le soutien d'Allo Pneus pour le mototour en fait. Donc voilà, après c'est de fil en aiguille, c'est des rencontres. C'est vrai que j'ai rencontré les gens d'Allo Pneus à l'occasion du Boulder là il y a une quinzaine de jours. On a passé un peu ensemble, c'était l'occasion d'aller un peu dans les coulisses du bol, de rencontrer les gens de Bridgestone, de discuter avec eux. Donc franchement, c'était vraiment super intéressant. En dehors de l'aspect sportif, partenariat, ça permet de rencontrer des gens. Voilà, c'est pas le kidam que t'as au café le week-end, quoi. C'est vrai que là, t'as l'ingénieur motorsport qui va t'expliquer comment il développe le pneu. C'est un truc, moi, je discute avec quelqu'un comme ça, j'ai les étoiles dans les yeux, tu vois. Et est-ce que tu as rencontré Christophe Guyot dans les paddocks? Ah, je l'ai rencontré. Alors, je l'ai rencontré la première fois en vrai, c'était au Mondial du 2 roues il y a 4 ou 5 ans. Et puis c'était Marine qui me l'avait présenté puisqu'elle est community manager pour le GMT. Ouais, c'est pour ça, c'était pas innocent ma question. Je me dis, si tu connais Marine, peut-être que t'as déjà rencontré. Moi, j'adore ce type, c'est pas pour brosser dans le sens du poil, parce que quand il intervient à la télé, il fait passer la passion du mec, et non seulement il sort de son paddock et il vient te vendre du rêve, et c'est pas de te vendre du rêve, il vient te dire ce que c'est le rêve, quoi. Non, c'est exactement ça. Et puis il est comme ça tout le temps, je veux dire. C'est l'impression que j'ai effectivement quand tu le vois filer des conseils à des gens comme moi. Si j'imagine que si je me pointe sur une journée à piste, il va me parler s'il est à côté de moi, tu vois. C'est l'impression que j'en ai. Il va pas du tout snobber les gens. Si tu lui poses une question, il va prendre le temps de te répondre. Moi, la première fois que j'ai vraiment discuté avec lui, donc c'était au Mondial du 2 roues, ils exposaient la moto. Et puis je lui ai posé une question sur les vannes de remplissage parce que ça a été un des premiers teams à utiliser les vannes Stobli et pas les double vannes limite. Donc, je connaissais Stobli de par mon boulot, donc on a discuté là-dessus. J'ai posé des questions sur les débits de remplissage, tout ça. Et est-ce qu'il porte son essence à moins 80 degrés pour en mettre plus, ou c'est interdit? Parce que je sais qu'en MotoGP ils le font. Tu sais, pour mettre plus de quantité dans les litres, ils les congèlent. C'est réglementé, mais c'est vrai que non, c'est pas quelque chose qui est pratiqué. Disons, si c'est pratiqué, je l'ai pas vu. Ouais, et puis je pense qu'il faudrait 3000 € d'énergie pour descendre ton stock d'essence à la bonne température. C'est pas forcément un truc que tu fais ailleurs comme MotoGP. Non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y en a quand même qui doivent jouer à ça, mais bon, c'est une accumulation de petites choses. Et puis en endurance, t'as tellement d'autres facteurs. Entre le problème technique, l'accrochage, le pilote qui va lui-même consommer un petit peu plus parce qu'il va voir son retard. Bon, c'est plein de paramètres qui font que je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle d'essayer de grappiller un minute avec le règlement, quitte à se faire prendre et exclure au lieu d'essayer de gérer ça correctement, quoi. Je te dis même pas s'ils vont à Suzuka. C'est à Suzuka, non? Excuse-moi, c'est quel 8 heures où il a gueulé Guyot? Si, c'est les 8 heures de Suzuka où il y a un règlement un peu à la... Un local. Le mot local. Hashtag le Japon. Ouais, Suzuka, c'est local. C'est vrai qu'il y a beaucoup de teams japonais qui courent en superbike japonais où le niveau est très haut techniquement et qui utilisent les 8 heures de Suzuka un peu comme vitrine aussi. Et donc les machines, c'est des armes de guerre. Comme elles font que 8 heures entre guillemets, ils se permettent d'avoir des choix techniques avec des niveaux de performance très très élevés, et c'est compliqué pour les teams européens qui font tout le championnat de s'aligner à ce niveau de performance, sans compter qu'en plus la plupart du temps ils invitent des pilotes de MotoGP. Oui, on l'a vu cette année, effectivement, c'était un peu limite le who's who du MotoGP qui venait, dont de Punier, dont on sait jamais pour quelle marque il roule en fait, parce que c'est à chaque fois qu'il s'aligne pour quelqu'un, que ce soit en essai GP ou en Superbike, c'est jamais la même marque.
Si, il court beaucoup en endurance pour Kawa, mais il a fait les 8 heures pour Honda, je crois. Ah bah, tu vois, en fait, genre, moi j'aurais cru qu'il était Kawa. À la ouais, base, mais bah, a priori, il c'est court lui pour qui Honda. gère ses contrats comme il veut. Hein, ah ouais, donc, tant mieux, tant mieux. Moi, ça me pose aucun problème, mais c'est juste, j'ai cligné des yeux, j'ai dit, ça doit être moi qui ai rêvé ou quoi. Non, mais... Parce qu'il a aussi essayé il était de l'aventure de la Katoche en mise au point MotoGP. Et c'était pas lui le pilote essayeur officiel, hein, c'était Kallio. Ouais, mais il a trempé. Il a fait 2 ou 3 journées de roulage, ouais. Mais pas plus. Mais bon, il a passé du temps sur la Suzuki, surtout il y a quelques années. Surtout, ouais, c'est sûr. Oui, aussi. Ça, ouais. Donc là, on vient de parler quand même déjà 4 marques. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, moi j'ai rien arrivé contre en GP ça, sur Honda, après il a roulé sur Pramac, donc sur Ducati. Ducati, ouais. Il a développé la Suze et puis il a testé la KTM. Je me demandais en fait à quoi ressemblait son année, quoi. Comment il dit tiens là je vais faire ci et tout. Stoner, Stoner il fait de la pêche et des fois il va faire test prototype sur des pistes. Des fois il roule la Suzuka et la CBR elle a un problème technique aussi. Ouais, il s'éclate la jambe en 12 morceaux. Ce coup-là, c'était assez catastrophique quand même. Ouais, franchement, ouais. Même Honda s'est excusé et c'est rare. Pour qu'un japonais s'excuse, enfin, je veux pas faire de généralité, mais là, ils sont sortis du bois en disant oula, désolé. Bah, ils ont bien été obligés d'admettre qu'il y avait eu un problème mécanique sur la moto, quoi. Vu la bourre qu'il avait pris. Fouillaille. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, on va peut-être clôturer là ce quasiment. Je pense que ça va finir en hors-série complet, hein. Bah, pour ce numéro 17. Moi, j'étais parti dans cette optique-là, hein. Ouais. Bah, tout bon motard taille la discute, quoi. Ah bah oui, il manquait que les chips et les bières. Ouais, mais j'ai pas eu assez de mauvaise foi à utiliser, je sais pas. Mais bon, je me réserve pour les prochains numéros sur les GP. Ouais, même si là, j'étais obligé de reconnaître quand même que Lorenzo l'a assuré la dernière fois. Hein. Enfin, on en reparlera dans l'autre. Il est fort, cet enculé. Ouais. On manquerait plus qu'il fasse mieux que Rossi à l'époque. Il me resterait la carte. C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes machines. Ah, je prépare tout de suite la carte. S'il vient à gagner un GP sur une Ducat, premier qui me dit Rossi l'a pas fait, je dis ah ouais mais c'est pas le même contexte. J'ai ma carte dans la manche. Lorenzo, ouais, c'est pas mon pilote fétiche. Après, est-ce que j'ai un pilote fétiche à part Guy Martin, je sais pas, tu vois. Donc. Mais Guy Martin, c'est parce qu'il est beau gosse, enfin à sa manière. Parce que moi, Guy Martin, je pense qu'il faut voir. Il a une gueule en fait. Parce que moi, je le verrais bien dans un film. À chaque fois que je vois des photos, je me dis ce gars, il a un petit côté Steve McQueen. Ouais, non, il a un truc sympa. Ouais. Après, il est juste, enfin moi personnellement, incompréhensible. Ah bah c'est l'accent de là-bas. C'est un là-bas qui est encore spécial. Là, ça... oui, de quel contrée il est, mais déjà il parle vite et franchement je comprends rarement ce qu'il dit. Un jour je progresserai. Bah faut aller là-bas faire des séjours en immersion. C'est ça. C'est prévu. C'est prévu d'aller voir le TT ou d'aller le faire? D'aller voir faut aller le faire, non, parce qu'en plus tu le fais pas comme ça. Mais ouais, faire une ou deux courses sur route en Europe, c'est pas exclu. Je sais pas comment ni quand. Mais d'ailleurs le Moto Tour, excuse-moi, mais il y a une partie sur route. Bah c'est que sur route en fait. Mais il y a pas de piste. Le moto, s'il y a une journée soir, mais en fait le principe c'est du rallye. Donc le rallye c'est que t'as des spéciales sur route fermée et des liaisons avec un temps mini, un temps maxi. Et c'est pas la même attaque qu'une course sur route où tu fermes la route et tu fais des tours comme sur un circuit mais sur route. Et voilà, c'est deux trucs. C'est pas du tout la même optique, ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une course par exemple qui se court en juillet ou en août là, qui est à Chimay en Belgique, qui est assez réputée dans le genre, entre autres. Mais ouais, c'est une course pourquoi pas que j'aimerais faire un jour. Ouais. Un jour futur. 2018, je pense pas, mais plus tard, le temps d'organiser tout ça, le temps de faire mon testament aussi, parce que. mais c'est clair que les courses sur route, y a des trucs au bord de la route, quoi. Faut être réaliste, faut être conscient. Déjà, c'est pas sans risque la course sur piste d'une manière générale. Ouais, bah clairement. Ouais. Mais ouais, t'as Serge Nuc qui était interviewé une fois parce qu'il était allé faire le TT et il s'était fait convoquer
parce que avec des sportives, ils se croyaient en supermote en se mettant en crabe avant les épingles. Et les mecs en fait l'ont convoqué en lui disant t'es gentil, il y a déjà assez de morts comme ça, donc t'arrêtes. Et après il a reconnu lui-même que en fait tu peux pas faire l'œuf quand il y a des murs en pierre à 1 mètre de toi, quoi. Donc il a dit c'est un des regrets que j'ai, c'est d'avoir roulé comme un blaireau et de m'être fait engueuler par les locaux de l'étape. C'est difficile, je pense, de continuer à faire vivre l'épreuve dans c'est-à-dire la société actuelle. Je sais pas exactement comment ils font là-bas pour tenir, parce qu'il y a quand même des morts chaque année. Bah l'année qui vient de se passer, je crois qu'il y en a même eu 3. Enfin c'était le carnage. Ah ouais, il y en a soit en essai, soit en course, soit en sidecar, soit en super sport, en super twin. Soit c'est une défaillance technique, soit parce que c'est vrai que les moteurs sont en charge tellement longtemps que la casse, elle pardonne pas non plus. La casse technique, là où elle peut éventuellement te pardonner sur circuit ou te faire une frayeur, au Tourist Trophy, la casse mécanique, non, elle te pardonne pas. C'est Martin qui s'en est pris une bonne cette année. Qui? Guy Martin. Avec il s'en est pris une très grosse. Bon, il en a pris plusieurs, mais celle-là, elle était coton. Ouais. Ouais. Et sur ce, on se dit à bientôt. C'est ça, à bientôt. Avec plaisir. Merci Marie d'avoir répondu à notre invitation. Pas de problème. Et bon courage pour la suite, et puis on se dit à bientôt alors. Ça marche, à bientôt alors, bonne soirée. À plus tard. Ciao. Salut, bye.